Bonjour à toutes et à tous. Alors toujours dans le cadre de la correction de l'étude de cas que j'ai mis à votre disposition, nous allons continuer le calcul du coût de revient du produit, des deux produits P1 et P2. Alors la fois dernière, en fait, dans la séquence dernière, on s'est arrêté au niveau du calcul du coût de production du produit semi-fini. Alors je rappelle encore une fois le schéma, ou plutôt le cycle d'exploitation de l'entreprise que vous avez sous les yeux. Alors, nous avons une entreprise qui utilise deux matières premières M et N. La première matière, elle est transformée dans un atelier 1, elle donne lieu à un produit semi-fini et un déchet. Et par la suite, le produit semi-fini associé à la matière N, il est transformé dans un atelier 2 pour nous donner le produit P1 dans sa version finale et le produit P2'. Alors le produit P2', il est transformé dans l'atelier 3 avant de retrouver la version finale du produit P2. Alors, je vous ai dit la fois dernière qu'il vaut mieux, quand on a un produit semi-fini dans le cycle d'exploitation, il vaut mieux calculer d'abord le coût de production de ce produit semi-fini avant de continuer le calcul du coût de production à proprement parler. Donc, aujourd'hui, en fait, on va continuer par rapport à ça. Donc, on va calculer le coût de production du produit P1 et par la suite le coût de production du produit P2. Alors, justement pour cela, il faut qu'on trace le tableau concernant le calcul des coûts. Donc je vais commencer d'abord par le produit P1 et par la suite on va calculer le coût de production du produit P2. Donc nous avons l'élément, toujours les trois blocs d'informations qu'on retrouve à l'intérieur d'un coût, à savoir, alors déjà, il faut qu'on mentionne l'intitulé du tableau. Alors, coût de production du produit P1. Et bien sûr, nous avons les trois blocs d'informations que vous connaissez très bien et qu'on retrouve dans n'importe quel coût, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, pour le calcul d'un coût de production, on sait très bien qu'un coût de production est composé de deux grands blocs de charges, plutôt de trois blocs de charges. Nous avons d'abord le coût d'achat des matières premières consommées, auquel on va rajouter les charges directes et puis aussi les charges indirectes. Donc je vais commencer ici par le calcul des éléments qui sont intégrés dans la production, plutôt la fabrication du produit P1. Alors justement dans le schéma, on peut lire facilement que pour l'obtention du produit P1, il nous faut d'abord une certaine quantité du produit semi-fini, d'ailleurs conformément à ce qui se retrouve au niveau de l'étude de cas, les informations complémentaires, et une certaine quantité de la matière N. Donc, le produit semi-fini, il n'a pas été acheté, mais plutôt il a été fabriqué. Et dans la séquence précédente, on a déjà calculé le coût de production de ce produit semi-fini. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre ici. D'abord, le coût de production, parce que c'est un élément qui est intégré dans la fabrication du produit P1. Donc, coût de production du produit semi-fini. Et puis aussi, le deuxième élément, alors entre parenthèses, le coût de production du produit semi-fini, ou plutôt le produit semi-fini, elle va faire fi d'une matière première, entre parenthèses, pour le produit P1. Donc, et deuxième élément qui est intégré dans le produit P1, c'est la matière N, et la matière N, on l'a achetée, donc je vais l'intégrer avec son coût d'achat, qu'on a déjà calculé dans une séquence précédente. Alors là, je vais revenir en fait aux informations fournies par le texte. Déjà, le coût de production du produit semi-fini, on l'a déjà calculé la fois dernière. Mais on a déjà calculé 4500, une certaine quantité de 4500 avec un coût global, si ma mémoire est bonne, de 189 000 dirhams. Alors, il faut savoir que le produit semi-fini n'a pas été intégré en totalité dans la fabrication du produit P1, mais plutôt juste les 3/5 conformément aux informations fournies par le texte. On a consommé uniquement les 3/5 du produit semi-fini. Alors le reste, c'est-à-dire les 2/5, ils ont été réservés à la fabrication du produit P2. Donc ici, dans le coût de production, je ne vais intégrer que le coût de ces 3/5 du produit semi-fini. Déjà, je vais le calculer. Nous avons
Alors, pour le produit semi-fini, nous avons la quantité globale du produit semi-fini, c'est 4500 kg. Alors, je la multiplie par 3/5, ça va nous donner alors, une quantité de 2700. Alors, 2700, bien sûr, kilogrammes. Hein. C'est la quantité qu'on a consommée et qui a été dédiée pour la fabrication du produit, à la fabrication du produit P1. Donc, je mettrai ici 2700. Alors, quel est le coût unitaire du produit semi-fini? C'est ce qu'on avait calculé la fois dernière. Alors, le coût unitaire, je peux l'avoir facilement en calculant le rapport de la valeur globale, plutôt le coût global de production du produit semi-fini, que je vais diviser sur la quantité globale qui est de 4500. Donc, ça nous a donné 42. Donc, je mets ici 42. Je multiplie par 2700, ça nous donne 113 400. Et je continue. Alors, par rapport, le deuxième élément, c'est la matière N. Alors, la matière N, c'est une matière première, on l'a achetée et on a déjà calculé son coût d'achat. Alors, je sais très bien que chaque kilogramme de la matière N achetée, il fait supporter à l'entreprise un coût d'achat unitaire de 14 dirhams. Alors là, déjà, je connais très bien le coût unitaire. Alors maintenant, il faut que je cherche au niveau du texte quelle est la quantité, ou plutôt la quote-part de la matière N qui a été dédiée à la fabrication du produit P1. Pourquoi? Parce que la matière N, conformément au schéma, c'est-à-dire le cycle d'exploitation, elle est intégrée, enfin, elle permet de fabriquer les deux produits, à la fois le produit P1, à la fois le produit P2. Donc il faut que je sache quelle est la quote-part qui a été réservée uniquement au produit P1. Alors déjà dans le texte, on a noir sur blanc, nous avons 720 kg de la matière N ont été dédiés à la fabrication du produit P1. Donc 720 multiplié par 14, ça nous donne 10 080. Donc c'est ce qu'on va mentionner ici. Alors là, j'ai le premier bloc d'éléments concernant un coût de production d'une manière générale. C'est le coût d'achat, ou plutôt le coût de production du produit semi-fini selon les cas. Alors, deuxième bloc, c'est les charges directes. Hein. Alors, les charges directes qui sont occasionnées par un seul atelier, c'est l'atelier 2. Pourquoi? Parce que le produit P1, il a été le fruit des transformations faites au niveau de l'atelier 2 uniquement. Donc là, je vais en fait limiter les calculs uniquement à l'atelier 2. Je ne vais pas pouvoir intégrer les charges afférentes à l'atelier 3. Pourquoi? Parce que le produit P1 n'est pas le fruit, n'a pas transité par l'atelier 3 carrément. Alors d'où l'intérêt, encore une fois, du schéma qui résume le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc ça va nous éviter beaucoup de calculs et beaucoup d'erreurs qu'on pourrait se faire glisser facilement. Alors la main-d'œuvre directe, deuxième bloc de charge, c'est la MOD, main-d'œuvre directe. Alors bien sûr, je vais mentionné pour mémoire l'atelier 2. Alors là, nous avons dans les informations complémentaires les charges directes afférentes à l'atelier 2. Alors on peut lire facilement que c'est 1520 heures à 25 dirhams l'heure. C'est les charges directes. Ça nous donne 38 000 dirhams. Alors troisième bloc, ce sont les charges indirectes. Alors charges de l'atelier indirectes. Je mettrai entre parenthèses toujours pour mémoire les charges afférentes à l'atelier 2, pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer à l'instant même. Alors, pour les charges indirectes, quand on veut quantifier les charges indirectes, il faut qu'on se réfère au tableau de répartition, parce que le tableau de répartition, c'est un tableau qui récapitule, qui résume la totalité des charges indirectes supportées par l'entreprise. Alors, au niveau de l'atelier 2, on doit vérifier quelle est la nature d'unité d'œuvre consommée ou utilisée, au niveau de l'atelier 2. Alors, on l'a vu la fois dernière, et ça existe au niveau des informations complémentaires. L'atelier 2, il utilise comme unité d'œuvre l'heure de main-d'œuvre directe. Donc, pour la quantification, je vais trouver la même quantité, entre parenthèses, c'est-à-dire le même volume horaire de travailler par la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire 1520. Alors, sauf que le coût, ça va différer. Hein. Les 25 dirhams, ça nous a permis de quantifier les charges directes. Alors, pour les charges indirectes, la quantification, ou plutôt le coût unitaire, c'est toujours le coût d'unité d'œuvre de la section, c'est-à-dire de l'atelier 2 lui-même. Et dans l'atelier 2, nous avons calculé la fois dernière un coût d'unité d'œuvre qui est égal à 20.
Donc je mettrai ici 20. Alors ma multiplié par 1520, ça nous donne 30 400. Donc voilà les trois grands blocs qui composent un coût de production de façon générale, c'est-à-dire un coût de production où il n'y a pas, je dirais des cas particuliers. Or, dans notre cas, on voit clairement, et on l'a mentionné la fois dernière, alors dans notre cas, nous avons vu qu'il y avait des déchets. Alors, dans le calcul du coût de production, on vérifie encore une fois s'il n'y a pas de déchets, s'il n'y a pas de rebut, s'il n'y a pas d'encours de fabrication et s'il n'y a pas de produits accessoires, ou ce qu'on appelle les sous-produits. Alors, au niveau du schéma, on n'a pas d'informations. Donc, on doit se référer au niveau du texte pour vérifier. Alors déjà, on n'a pas de déchets. Hein, le schéma, donc il n'y a pas de déchets qui sort de l'atelier 2. Donc, par rapport au cas, je dirais, à l'existence du déchet, il n'y a pas de déchet. Donc, on doit vérifier le deuxième cas de figure qui pourrait être généré éventuellement par un cycle de production. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'encours de fabrication, c'est-à-dire des produits qui ont été commencés mais qui n'ont pas été achevés, que ce soit au début de période, que ce soit à la fin de la période. Alors, les encours de production, on les cherche toujours au niveau des informations concernant les stocks. Alors, si un encours figure dans les informations concernant le stock de début de période, donc c'est un encours initial. Lorsque l'encours ou la valeur des encours figure au niveau des stocks finales, c'est un encours final. Donc, au niveau du texte, si en fait on se réfère aux informations complémentaires que vous avez dans le texte, on peut lire facilement que l'encours initial, il est évalué à une valeur de 2120. Donc, je mettrai ici encours initial de 2120. Alors, l'encours initial, on sait très bien que l'encours initial, c'est un encours qui va être complété et achevé durant l'exercice lui-même. C'est-à-dire qu'il va nous permettre d'avoir des produits finis durant l'exercice. C'est la raison pour laquelle la valeur de l'encours initial, elle est toujours inscrite dans le coût de production avec un signe plus, parce que c'est une charge qu'on va consommer durant l'exercice. Alors, par rapport à l'encours final, il n'y a aucune information, ça veut dire qu'il n'y a pas d'encours final. Donc, voilà, je dirais les éléments qui composent mon coût de production. Je peux pour le moment, en fait, calculer les sommes y afférentes. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de calculer notre coût de production. Alors, je vais commencer par les valeurs. Alors, je vais sommer l'ensemble des valeurs que j'ai au niveau de mon tableau. J'ai déjà fait les calculs, ça nous donne 194 000. Alors, par rapport à la colonne de la quantité, la même remarque que j'ai faite la fois dernière par rapport au coût de production et au coût d'achat et le coût de production du produit semi-fini, et qui est valable pour tous les coûts, quelle que soit leur nature, jamais au grand jamais, au niveau en fait de la colonne concernant la quantité d'un coût quelconque, on ne fait la somme, parce qu'il s'agit des éléments qui sont très hétérogènes. Donc là, il faut juste vérifier quelle est la quantité qu'on a fabriquée du produit P1. Et ça, ce sont des informations qui se trouvent généralement dans l'étude de cas. Alors, généralement, vous avez en fait une rubrique concernant la production de l'exercice. On peut lire facilement que la quantité fabriquée du produit P1, elle s'élève à 4000. Et je mettrai ici 4000. Alors, une fois que nous avons calculé le coût de production du produit P1, on va faire la même chose pour le produit P2. Je mettrai l'intitulé, donc c'est le coût de production du produit P2 et je mentionne les éléments communs à tous les coûts, coût de production, la quantité, le prix unitaire et le montant total ou la valeur totale. Alors, la même chose, le même principe, un coût de production, il est composé des mêmes blocs de charges. D'abord, le coût d'achat des matières premières consommées, auquel on va rajouter les charges directes et indirectes, et par la suite, on vérifie s'il n'y a pas des déchets, s'il n'y a pas d'encours ou s'il n'y a pas de produits accessoires. Alors, je vais commencer par les éléments qui sont intégrés dans la fabrication du produit P2. Donc là, encore une fois, je peux lire facilement dans le texte que c'est pratiquement les mêmes éléments qui composent le produit P1. C'est d'abord une certaine quantité du produit semi-fini à laquelle en fait on va rajouter une certaine quantité de la matière N. Donc je vais commencer par le coût de production du produit semi-fini. Donc alors je passe cette place, je vais mettre directement produit semi-fini. Et puis aussi le coût d'achat
de la matière N. Alors ces deux éléments, ils permettent la fabrication du produit, ou plutôt ils constituent des constituants du produit P2. Alors, on sait très bien que la quantité globale fabriquée du produit semi-fini, c'est 4500. Donc si j'ai envie de savoir la quote-part qui est réservée du produit semi-fini à la fabrication du produit P2, je peux mettre facilement 4500 kg toujours, qui constitue la quantité globale. Je retranche la quantité consommée ou qui a été dédiée à la fabrication du produit P1, donc 2700 kg, chose qui va me donner une quantité de 1800 kg. Alors c'est la quote-part qui est réservée à la fabrication du produit P2. Alors on va mettre 1800. Alors par rapport le prix unitaire, c'est le même coût unitaire de tout à l'heure, c'est 42. Alors 42, chose qui va nous donner 75 600. Alors pour le coût d'achat du produit N, la même chose, nous avons déjà la quantité globale consommée du produit N, ou plutôt la matière N, pardon. On a déjà consommé 720 dédiés pour la fabrication du produit P1, ben le reste il va être dédié à la fabrication du produit P2. Donc nous avons 480. Au même coût d'ailleurs unitaire, 14. Alors je rappelle que ce coût unitaire, on l'a pris de la fiche de stock de la matière N, hein, parce qu'on a déjà calculé la fois dernière, ou plutôt élaboré la fois dernière, la fiche de stock concernant la matière N, parce qu'il y a une opération de stockage entre-temps. Alors chose qui va nous donner 6720. Et j'enchaîne. Là encore une fois, nous avons deuxième bloc, c'est la main-d'œuvre directe qui a été consommée par le produit P2. Alors là, pour la fabrication du produit P2 et conformément au schéma résumant le cycle d'exploitation, alors je vois bien que le produit P2, il a d'abord il a consommé les charges afférentes à l'atelier 2 et les charges afférentes à l'atelier 3. Donc là, j'aurai en sus des charges de l'atelier 2 et aussi les charges de l'atelier 3. Donc la main-d'œuvre directe, MOD, je mettrai entre parenthèses atelier 2 et la main-d'œuvre directe de l'atelier 3. Alors là, je vais me référer toujours au texte parce que les charges directes, généralement, ce sont des charges qui se trouvent au niveau du texte, hein, donc, et qu'on va affecter directement aux produits qui les concernent. Alors j'ai 1200. Là, en fait, le coût unitaire horaire, ou plutôt le taux horaire, c'est 25. Alors ça nous donne 30 000. Alors, pour l'atelier 3, nous avons 160 heures à 35 dirhams l'heure. Alors, on a déjà fait le calcul, c'est 5600. Et puis, les charges indirectes, pardon. Alors, les charges indirectes, la même chose, de l'atelier 2. Et les charges indirectes de l'atelier 3. Alors, pour les charges indirectes, la quantification, le principe, je l'ai déjà expliqué, c'est toujours revenir au tableau de répartition des charges indirectes et vérifier la nature de l'unité d'œuvre utilisée par la section qui le concerne, ou plutôt par l'atelier qui le concerne. Alors, au niveau de l'atelier 2, nous avons comme unité d'œuvre, on peut le lire facilement, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Donc, je vais utiliser la même quantité que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire 1200, mais ce qui va changer, c'est le prix unitaire. Alors, le prix unitaire, ici, pour les charges indirectes, c'est le coût d'unité d'œuvre. Hein. Le coût d'unité, on l'a déjà calculé dans le tableau de répartition, c'est 20. Alors, ça nous donne 24 000 dirhams. Alors, pour l'atelier 3, le même principe. Je reviens au tableau de répartition, je vérifie la nature d'unité d'œuvre. Alors, au niveau de l'atelier 3, la nature d'unité d'œuvre, c'est leur machine. Alors, leur machine, c'est déjà donné. Nous avons 1900 heures machine. Le coût d'unité d'œuvre de l'atelier 3, c'est 16. Ça nous donne 30 400.
Donc voilà, je dirais, les 3 blocs qui composent mon coût de production, les 3 blocs fatidiques qui composent n'importe quel coût de production. Alors une fois que j'ai terminé les éléments habituels d'un coût de production, je vérifie s'il n'y a pas de déchets, s'il n'y a pas d'encours, s'il n'y a pas de produits accessoires. Alors dans l'exercice, dans le schéma, c'est clair, il n'y a pas de déchets, mais en revenant au texte, on peut lire facilement qu'il y a un encours final. Donc je le mentionne ici, encours final, c'est-à-dire en cours de fin de période, et je vais mettre sa valeur qui est égale à 1320. Alors pour le traitement réservé à l'encours final tel qu'on l'a vu dans la vidéo réservée au cours, alors l'encours final, il ne concerne pas l'exercice pour lequel on est en train de calculer le coût de production, mais ça va concerner l'exercice d'après, l'exercice suivant. Donc l'encours final, il n'y a pas lieu qu'il figure, la valeur de l'encours final n'a pas lieu qu'elle figure dans les charges afférentes à l'exercice en question, donc on va la retrancher. Et alors, je mettrai moins, comme ça pour mémoire, et on va faire la somme de tous les éléments qui composent notre coût de fabrication. Alors, on va trouver 171 000 dirhams. Alors, pour la quantité de fabrication, je me réfère aux informations du texte pour vérifier quelle est la quantité fabriquée du produit P2. Alors là, nous avons 4500, donc je mettrai 4500. Alors, une fois nous avons calculé le coût de production des 2 produits, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas eu un stockage, ou plutôt c'est des informations concernant les stocks des 2 produits, à la fois le stock initial, à la fois le stock final. Parce que s'il y a des informations complémentaires concernant la quantité et la valeur des éléments stockés, que ce soit au début, que ce soit à la fin de l'exercice, il faudrait qu'on élabore notre fiche de stock. Parce que ça veut dire qu'il y a eu une opération de stockage, et ça veut dire aussi qu'on doit valoriser les sorties du stock pour pouvoir continuer les calculs nous permettant de calculer le coût de revient global. Alors, une fois nous avons calculé ou terminé le calcul, on va procéder à l'élaboration de la fiche de stock. Alors, comme j'ai... Alors, comme je l'ai précisé dans une séquence précédente, quand on n'a pas d'informations sur la méthode à utiliser pour la valorisation d'un produit ou d'une matière quelconque, alors la méthode qu'on élabore, c'est directement la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, étant donné en fait la commodité et le caractère pratique de cette méthode. Alors, bien entendu, pour l'élaboration d'une fiche de stock avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré, on préfère l'utilisation du modèle simplifié parce qu'elle simplifie tout simplement les calculs de ce CMUP. Alors, bien entendu, dans une fiche de stock, on a d'un côté le stock initial. Alors, nous avons les entrées et là, nous avons les sorties du stock avec le stock, bien sûr, final. Alors, pour le stock initial, ce sont des informations qu'on va chercher au niveau de notre texte. Alors, nous avons déjà le stock au début de période du produit P1, bien sûr, pour lequel on est en train de calculer la fiche de stock. Alors, nous avons 2000 avec une valeur globale de 91 000. Je rappelle encore une fois, ce sont des informations qui se trouvent au niveau du texte, c'est des informations complémentaires. Il n'y a aucun calcul. Alors pour les entrées, il s'agit d'un stock de produits finis. Alors la signification de l'entrée, comme je l'ai rappelé dans la séquence réservée au cours, le chapitre 2, la valorisation des sorties de stock, ou plutôt la valorisation des mouvements de stock. Alors on sait très bien que l'entrée, la signification de l'entrée dans une fiche de stock réservée aux produits finis, elle signifie tout simplement la production. Parce que la seule et unique opération qui permet de faire entrer des produits finis en stock, c'est la production. Donc entrée signifie la production. Alors ici, en fait, on va se référer à la quantité produite du produit P1 et qu'on peut lire facilement dans le tableau qu'on vient de calculer à l'instant même, le tableau réservé au calcul du coût de production du produit P1. Donc on peut lire facilement qu'on a fabriqué 4000, voilà, avec un coût global de 194 000.
Alors, une fois nous avons les informations concernant le stock initial et les entrées, on peut calculer facilement notre coût moyen unitaire pondéré. Donc, on fait la somme des valeurs, ça nous donne 285 000, et là nous avons 6 000. Donc, je fais le rapport 285 000 sur 6 000, ça nous fait 47,5. Et les 47,5, ça constitue notre coût moyen unitaire pondéré qui va nous permettre de valoriser la partie droite de notre fiche de stock, à savoir les sorties et le stock final. Alors pour les sorties, c'est la signification du mot sortie lorsqu'il s'agit d'une fiche de stock réservée aux produits finis, c'est tout simplement les ventes, parce que la seule opération qui autorise et qui permet de faire sortir les produits finis de notre stock, c'est les ventes. Donc la quantité des sorties, c'est tout simplement la quantité vendue. Donc on se réfère aux informations concernant les ventes, on peut lire facilement que la quantité vendue du produit P1, c'est 5800. Alors je mettrai ici 5800. Alors le coût unitaire, bien sûr, c'est le coût moyen unitaire pondéré qu'on vient de calculer et qui est de 47,5. Alors ça nous fait 275 500. Alors pour le stock final, s'il n'a pas été donné, s'il n'existe pas dans les informations complémentaires, on peut le calculer, on doit le calculer. La quantité du stock final, c'est tout simplement la quantité du stock initial plus les entrées moins les sorties. Alors maintenant, s'il y a dans l'étude de cas des informations concernant le stock final, on doit respecter ces données. Ce sont des données, donc on doit les respecter. Alors on peut lire là, nous avons un stock final du produit fini qui s'élève à 210. Donc on doit le respecter, on doit le mettre. À quelle valeur? C'est bien entendu toujours la valeur du CMUP. 47,5, ça nous fait 9 975. Alors quand la quantité du stock final est déjà donnée, il faut vérifier s'il y a égalité entre le stock comptable, ou ce qu'on appelle le stock théorique, c'est-à-dire le stock qu'on devait en principe avoir au niveau des fiches de stock, et le stock réel émanant de la comptabilité générale, c'est-à-dire émanant des informations complémentaires de l'étude de cas. Alors ici, le stock théorique est égal à combien? Donc le stock qu'on devait avoir, le stock comptable. Alors c'est 2000 plus 4000 moins la consommation 5800. Donc stock initial plus entrée moins sortie. Donc en principe, on devait avoir 200. Alors là, le stock réel, c'est le stock qui est donné par les informations complémentaires. Alors il s'élève à 210. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a une différence entre le stock théorique, ce qu'on appelle aussi le stock comptable, et le stock réel. Ça veut dire qu'on est face à un problème de différence d'inventaire. Alors, maintenant, cette différence d'inventaire, on a dit, elle peut être soit en plus, soit en moins. Soit qu'il y a une quantité supplémentaire à celle qu'on devait avoir, soit l'inverse. Alors, dans l'exercice, ici, nous avons une quantité de plus. Nous avons 10 kg ou 10 unités de plus. Parce que le stock théorique, c'est 200, le stock réel, c'est 210. Donc, la quantité ou la différence d'inventaire, elle est égale à 10. Alors, cette différence d'inventaire, est-ce qu'il s'agit d'une quantité de plus ou de moins? S'il s'agit d'une quantité supérieure, c'est-à-dire qu'on a de plus, c'est un bonus. S'il s'agit de moins, c'est un malus. Alors, dans l'autre cas, c'est un plus, donc c'est un boni d'activité. Alors, on doit le valoriser toujours avec le même coût moyen unitaire pondéré, donc ça nous donne 475. Alors, bien sûr, pour le boni, ce sont des quantités qu'on ne devait pas avoir, donc il faut les retrancher. Alors ici, bien sûr, on doit toujours avoir l'égalité entre la partie droite du tableau et la partie gauche, donc 6000 avec la même valeur, 285 000. Alors, on va faire le même principe pour la fiche de stock du produit P2. Donc, les mêmes composantes, c'est le stock initial avec les entrées. Vous savez maintenant, je dirais, les composantes d'une fiche de stock dans le modèle simplifié. Et là, nous avons les sorties avec, bien sûr, le stock final. Et on va essayer de renseigner notre tableau, notre fiche de stock. Alors pour le stock initial, on doit le vérifier au niveau du texte, les informations complémentaires. Alors nous avons 1700, voilà. Et même la valeur elle a été donnée, donc on n'a rien à calculer.
77 000. Alors pour les entrées, c'est le même principe. Entrée dans une fiche de stock de produits finis, c'est une opération de production. Donc je vérifie dans le coût de production que je viens de calculer à l'instant même la quantité fabriquée, c'est 4500. Alors la valeur globale de ces 4500, c'est 171 000. Et on fait la somme. Donc 6200, pardon. Donc c'est 6200 et la quantité globale c'est 200 je crois, voilà 248 000 dirhams. Alors une fois nous avons le total de la colonne des valeurs, on va les diviser sur le total de la quantité, de la colonne réservée à la quantité pour calculer notre coût moyen unitaire pondéré qui est égal à 40. Donc je fais le rapport entre 248 000 avec les 6200 pour pouvoir calculer mon coût moyen unitaire pondéré conformément à la formule qu'on a déjà vue dans le cours. Alors, je continue mon tableau. Alors, pour les sorties, ce sont les ventes. Je vérifie dans les textes quelle est la quantité qu'on a vendue du produit P2. Donc, on a vendu 5000. Alors, 5000. À quel coût unitaire on va valoriser ces 5000? Bien sûr, avec le coût moyen unitaire pondéré qu'on a calculé. Parce qu'on a dit avec le CMUP, les éléments en stock, ils vont perdre leur coût unitaire, ils vont garder un seul et unique coût, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Alors, 40, chose qui va nous donner 200 000. Alors le stock final, on peut le lire facilement dans les informations complémentaires du texte. Alors ça, on a déjà 1200. On va le valoriser bien sûr toujours à 40. Alors ça nous fait 48 000. Alors là, 5000 plus 1200, ça nous donne clairement 6200. Ça veut dire que le stock comptable, il est égal au stock stock comptable est égal au stock réel. Donc on n'a ni bonus ni malus. Donc on va calculer normalement notre fiche de stock et on a toujours l'égalité entre les différents éléments. Donc voilà comment on peut calculer, plutôt on peut présenter les fiches de stock des produits finis. Alors une fois nous avons calculé nous avons élaboré notre fiche de stock, l'étape suivante c'est de calculer le coût de distribution. Alors le coût de distribution c'est un coût unique, c'est-à-dire c'est un coût qui n'englobe que les frais et les charges afférentes à la distribution. Ce n'est pas comme le coût de production qui est un coût composite. Donc un coût de distribution, il est composé des charges directes qu'on va chercher au niveau du texte si jamais il y a des charges directes afférentes à la distribution. Et deuxième bloc de charges, ce sont les charges indirectes qu'on peut retrouver facilement dans le tableau de répartition des charges indirectes. Je vous remercie pour votre attention.